La France compte 8500 km de fleuves, rivières et canaux. Elle est riche de sa biodiversité. Avec nous pour parler des avantages de cette situation, Maryline Duparc, maire de Saint-Jean-de-Laude, présidente de l'Association des communes navigables de France. Bonjour Maryline. Raymond Guecker, maire de La Couture, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vice-président de l'agglomération de Béthune-Bruay, président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de la Lisle, la CIMSAGEL. Bonjour Monsieur Guecker. Et enfin, Aude Martin, responsable environnement à la direction territoriale nord-est de Voies navigables de France, responsable donc en partie des actions que Voies navigables de France fait pour préserver la biodiversité. Bonjour Aude. Ma première question s'adressera à vous, Maryline Duparc. Saint-Jean-de-Laude, c'est connu un peu comme la Mecque de la plaisance, mais également c'est au confluent de la Saône, qui est un fleuve à grand gabarit où parfois il y a également du fret et pas qu'un peu. Quels avantages voyez-vous à être une commune comme ça, bordant les voies navigables ? Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Les avantages, mais ils sont nombreux et divers, mais très peu connus en fait, je pense, du grand public. Donc Saint-Jean-de-Laude, pour situer un peu, donc, est une des plus petites communes en superficie de France, mais le plus gros pôle fluvial de France, donc effectivement au cœur des voies navigables, puisque nous avons la Saône, mais aussi pas très loin le canal du Rhône-Rhin, ainsi que le canal de Bourgogne. On peut dire qu'on est en tout cas une communauté de communes très navigable. Moi, je suis extrêmement fière d'être maire de cette commune parce que c'est une vraie pépite avec une filière que je porte vraiment à bras-le-corps, j'ai envie de dire, parce que c'est une filière qui amène énormément d'attractivité, en tout cas sur les territoires. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision de fonder l'association donc, des communes navigables de France, parce que je pense qu'en France, nous avons un énorme potentiel, et c'est surtout de fédérer les élus pour qu'on puisse porter ensemble, en tout cas, ces communes navigables. Donc chez nous, effectivement, c'est un port, on a à peu près 650 bateaux. Il faut savoir que les retombées économiques, quand on a un port d'une trentaine de bateaux, c'est une retombée économique d'1 million d'euros. Il faut savoir que 10 bateaux, c'est un emploi. Donc forcément, c'est pas négligeable. Et c'est aussi une filière au niveau de l'emploi qui est très méconnue. On a 40 emplois sur la filière fluviale et des métiers passion, c'est-à-dire on va effectivement du matelot au caréneur ou au dieseliste ou au peintre ou tapissière, enfin bref, ou tapissier, pardon. Enfin, en tout cas, c'est une très belle filière. Moi, les retombées, elles sont évidentes. Enfin, je veux dire, c'est déjà une attractivité touristique. On est sur un mode en plus qui a pris beaucoup, je trouve, depuis le Covid. De s'isoler, en tout cas, sur un bateau en famille, moi, je peux vous dire que c'est formidable. On découvre aussi son territoire complètement différemment. J'essaie de mettre en place beaucoup d'éductours avec les élus, justement, puisque je me suis rendu compte que les élus aussi avaient du mal à connaître leur propre territoire depuis la voie d'eau. Donc c'est vraiment une voie que nous devons déjà, nous élus, se réapproprier pour pouvoir retourner les Français auprès de cette voie qui est formidable et qui offre en tout cas à l'ensemble du territoire, je dis bien l'ensemble du territoire national, des perspectives formidables. Et puis forcément, moi je défends le transport. On est aujourd'hui en pleine transition écologique. Je pense qu'il faut verdir une flotte, redonner aussi une image aux Français. Le bateau n'est pas pollueur et on doit encore prouver qu'on peut améliorer. Il y a aussi beaucoup d'innovations qui peuvent être faites, en tout cas sur le fluvial, au niveau des propulsions, au niveau des consommations, au niveau du traitement des eaux grises. Ça, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis aussi s'emparer des problématiques parce que tout n'est pas rose. Donc on a aussi, toutes les collectivités doivent s'emparer en tout cas de ce réseau qui doit être entretenu, certes avec VNF qui gère en tout cas ce réseau, mais je pense que c'est l'affaire de tous et on doit tous se tourner à travailler collectivement pour améliorer ce réseau qui est formidable. Voilà. Merci. Vous disiez 30 bateaux, 1 million d'euros de retombées économiques. Pour autant, toutes les filières ne se valent pas forcément.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les filières, sur les filières de bateau tourisme quelque part? Ah oui, bah, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà une offre assez divers et variée. Je pense aussi que nous avons beaucoup à travailler sur l'image, en tout cas de la navigation et du tourisme fluvial, puisque de toute façon, elle est très variée. On a les bases de location, donc où on peut louer un bateau sans permis, donc ce qui permet de mettre déjà un pied à bord, j'ai envie de dire. Nous, en tout cas chez nous, on a aussi beaucoup de propriétaires de bateaux qui viennent du monde entier. C'est pour ça que j'insiste en disant on est une toute petite commune, mais chez nous, c'est 27 nationalités. Ça va de l'Afrique du Sud aux Australiens, aux Américains, anglo-saxons bien évidemment, et beaucoup d'Européens. On a le passage de paquebot, puisque sur la Saône, en tout cas Saint-Jean-de-Laune est le dernier poste, en tout cas j'ai envie de dire du grand gabarit. Donc sur cette petite commune, nous pouvons accueillir des bateaux de 140 mètres avec beaucoup de passagers à bord. Ça représente à peu près 120 personnes. J'ai tendance aussi souvent à dire que ces touristes de passage sont susceptibles, enfin après avoir mis un pied à terre chez nous, sont susceptibles aussi de revenir. C'est une consommation aussi directe sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup avec nos commerces locaux. Et on a encore une fois un travail de communication, nous élus, à faire, puisque beaucoup d'habitants pensent que ces passages ne nous amènent pas forcément quelque chose, alors que chez une fleuriste, par exemple, c'est 200 orchidées par semaine quand un paquebot passe. Donc c'est juste une petite parenthèse. Et puis les croisières. Donc les croisières, moi je trouve que ça c'est assez formidable. On a des croisières qui sont très accessibles. On a des croisiéristes comme Croisier Europe qui sont très très présents. Et on peut avoir aussi des croisières qui sont extrêmement importantes et qui amènent aussi un bassin d'emploi fort chez nous. On a des bateaux qui sont l'équivalent d'hôtels 5 étoiles. On a des croisières qui sont réservées à des personnes assez particulières, puisqu'on est à 120 000 $ à peu près la semaine. Mais forcément, les retombées économiques, elles sont derrière et elles sont sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément Saint-Jean-de-Laune. On rayonne vraiment au niveau des régions parce que ce sont des touristes qui vont beaucoup voyager, qui vont beaucoup consommer et puis qui de toute façon reviennent régulièrement chez nous. Alors, on a bien compris l'enjeu des retombées économiques. Il arrive qu'on oppose la population locale finalement à ce tourisme qui pourtant n'est pas un tourisme intensif. Nous, j'ai entendu dire à l'inverse que les aménagements qui sont pratiqués pour pouvoir accueillir ce tourisme, à l'inverse, bénéficient à la population locale et finalement trouvent leur financement via le tourisme et donc améliorent le cadre de vie de la population locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors ça, je rejoins complètement. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est un travail que nous devons mener. C'est-à-dire que quand on a du tourisme fluvial et quand on repense à des aménagements ou du service ou enfin bref, des améliorations en tout cas d'accueil, il ne faut absolument pas oublier la population. La population est très importante. On doit réfléchir ensemble parce que le principe, c'est aussi quand on fait des aménagements comme ça d'accueil ou de service, il faut aussi embarquer la population pour que la population devienne les premiers ambassadeurs, en tout cas de leur territoire, qui sont à valoriser. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 10 ans, je ne comprenais pas que des touristes du monde entier viennent effectivement à Saint-Jean-de-Laune et on était très très fiers. Et que moi, mes habitants disaient mais ça sert à rien, ça nous amène rien, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a fait des aménagements, on a travaillé d'ailleurs avec une charte de territoire, on a travaillé sur des axes transversaux qui sont l'économie, la profession, le tourisme, les aménagements, l'environnement. Et en fait, on a fait des ateliers participatifs et inclure les habitants et les associations pour travailler sur ces aménagements et que chacun, en tout cas, trouve sa place sur ces accueils et sur la valorisation, en tout cas, du patrimoine. Alors, pour pouvoir faire ça, on voit votre dynamisme et on voit votre entrain, mais pour autant, vous n'avez pas été seul, sauf erreur de ma part.
Ah non, non, ça, j'ai pas été seule. Si vous voulez parler des financeurs, ou non, non, bien sûr, c'est un Des travail. partenariats. Encore une fois, partenaire. Encore une fois, on ne peut pas créer ces choses seul. Et c'est pour ça que cette association aussi des communes navigables me tenait à cœur. Je pense que le collectif aujourd'hui est très important. Nous devons travailler tous ensemble autour de cette voie d'eau. VNF, bien évidemment, puisqu'il en est gestionnaire, en tout cas, de ce passage et de ce ruban qui est traversé par la France, mais aussi les communes, les collectivités, les conseillers départementaux, les régions, l'État. Je pense que l'État a vraiment sa place aussi en tant que partenaire. Et c'est vrai qu'on a réussi à fédérer des partenaires autour de cette charte fluviale où en tout cas on a pu mettre en place des fiches actions et de pouvoir améliorer notre quotidien et de pouvoir partager surtout. Merci Marilyn Duparc. Raymond Guéquer, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes maire de La Couture dans le Pas-de-Calais. Vous avez un territoire qui a été durement touché par les inondations. Quels enjeux aujourd'hui à avoir des canaux sur votre territoire pour prévenir ou gérer l'impact d'épisodes climatiques qui peuvent être, comme on l'a vu, dramatiques? Nous, si on n'avait pas le canal, c'est un outil très important, un enjeu très important parce que, comment dire, on a 280 à 300 rejets de cours d'eau dans le canal. La difficulté qu'on a, c'est de pouvoir rejeter sans mettre en difficulté Voies navigables de France. Donc il fallait retravailler avec eux en partenariat, parce que ça fait 10 ans qu'on a mis en route cette participation entre les services de la Cabalère qu'on a créé, et les services de la Lys, et puis les Voies navigables de France, parce qu'il faut quand même reconnaître que chacun a regardé Voies navigables de France comme le grand pourfendeur des inondations. On ne peut pas rejeter comme ça la faute sur un tel ou un tel. On est tous responsables, et il fallait renégocier et se remettre en négociation et en parole, discuter et reconnaître le travail des uns et des autres. Et je dirais qu'on est parvenu, ça fait 10 ans qu'on y est là-dessus, et qu'on a pu travailler en bonne collaboration avec les services de Voies navigables de France, que je remercie encore parce que c'est un élément capital pour notre territoire. C'est 120 000 m3 seconde, c'est quand même énorme sur l'ensemble du cours d'eau. Il fallait qu'on puisse rejeter sur la Deule. Dernière expérience de novembre et de décembre et janvier de 2023-2024, sur lequel on a obtenu des résultats sensibles, très importants. Et d'ailleurs, on va désormais installer des pompes à Coinchy avec Voies navigables de France et avec les services de l'État, que je remercie aussi de nous avoir écoutés, entendus. Parce que c'est pas gagné d'avance, il faut tout remettre à plat, il faut des études, ça paraît peut-être long, mais il faut savoir que notre territoire, le Sage de la Lys, était un des premiers concernés par les inondations. À l'heure actuelle, je dirais qu'on évite ce rôle de premier. Par contre, on est premier en résultat. Et ça, c'est important. C'est ça. Il faut penser à nos populations. Il faut soulager nos populations, nos élus, nos territoires. Et Voies navigables de France, parce que la navigation, elle doit pouvoir continuer à se faire. Mais sans ce rejet dans le canal, qui a été fait par l'histoire, maintenant, il faudra corriger les inadaptations par rapport au rejet, parce qu'on peut gagner des choses. Ça fera l'objet d'un papier 4. Je crois que ça, c'est important. Mais il faut qu'on travaille avec tous les partenaires, dont Voies navigables de France, que je ne remercierai jamais assez, parce qu'on a appris à se connaître, à voir les résultats sur le terrain et à travailler ensemble jour et nuit. Parce que pendant les inondations, la nuit, on travaille. On travaille avec Voies navigables de France, parce qu'il faut discuter et il faut prendre des initiatives. La dernière qu'on a prise, c'était, je vous dis, de rejeter dans la Deule. Si on n'avait pas fait ça, on était pris. Et grâce à la discussion, grâce au service de l'État, grâce au préfet, grâce à Voies navigables de France, on a pu avoir des résultats conséquents. Si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les voies navigables ne sont pas seulement
faites pour naviguer, mais de la même manière maintenant peuvent être utilisées, compte tenu du changement climatique et des épisodes un peu extrêmes qu'on connaît, peuvent être utilisées pour gérer véritablement les masses d'eau, les dévier, les accélérer ou au contraire les ralentir de manière à pouvoir lisser les dégâts ou limiter les dégâts qu'on peut avoir dans des catastrophes. Le canal doit jouer le fait d'un bassin de rétention, quoi, tout simplement. On a, au fil du temps, le canal a été creusé, on a coupé les cours d'eau. Il faut gérer cette situation nouvelle. Chacun ne se préoccupait pas de ça au départ quand on a créé tout ça, mais il fallait bien gérer tout ça. Et maintenant, à nous de rattraper ces déformations, je dirais, et de le faire intelligemment avec les partenaires, avec les différents partenaires. Je ne le répéterai jamais assez parce que c'est capital. Parce que pendant qu'on rejette, il faut aussi permettre la navigation, parce que c'est le cœur de métier de Voies navigables de France, je pense. Et vous avez bien raison. Est-ce que, on va profiter de cette table ronde, est-ce qu'il y a des éléments qui aujourd'hui vous paraissent freiner ou de nature à freiner cette coopération qui s'est entamée, et plutôt avec succès, et qu'on pourrait imaginer devoir lever? Vous savez, on a été enquêté par une commission ministérielle. Ils ont été surpris de l'avancée qu'on avait fait sur le territoire du Sage de la Lys. On sert un peu de vitrine ou d'exemple pour les autres territoires du Pas-de-Calais qui ont été inondés dernièrement. Et je pense que le PTB qu'on a créé depuis de nombreuses années est en situation de pouvoir apporter des réponses et des solutions à notre territoire du Sage de la Lys. PTB. PTB, établissement public de territoire de bassin. C'est ce que veut créer l'État maintenant. Nous, on l'a. On va l'élargir à l'Isère, s'ils en sont d'accord, parce que ça doit se faire librement, cette chose, sinon ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Marlène, vous voulez ajouter un mot ? Oui, j'aimerais ajouter un mot parce que le témoignage de monsieur est très important, parce que je pense aussi que les élus ont besoin d'informations et de pédagogie par rapport au travail fait par VNF, qui est souvent faux et mal interprété. Voilà, il y a vraiment aussi auprès des élus à faire un vrai travail de communication avec VNF, parce qu'on accuse souvent VNF d'être à l'origine des inondations, et ce qui est complètement faux. Et on a un très très gros travail à faire avec les élus, donc je suis très heureuse d'entendre ce témoignage. Alors, pour compléter le propos de madame, je voudrais dire qu'en France, on a cette habitude de dire « c'est pas de ma faute, c'est la faute du voisin ». Mais ça, c'est fini. En responsabilité, alors aussi bien Voies navigables que nous-mêmes, je vous dis, on travaille main dans la main et on travaille en parfaite entente. Alors, on a parfois des contradictions, mais on s'en explique et on trouve des solutions. Aude-Martin, alors les fleuves, rivières et canaux sont des voies d'eau, mais autour des voies d'eau, il y a de la terre. Et ces territoires qui bordent les fleuves, rivières et canaux sont autant de réserves, de biodiversité, de richesses en matière d'environnement. Vous êtes responsable de l'environnement chez Voies navigables de France, à la direction territoriale du Nord-Est. Qu'est-ce que ça signifie comme action concrète ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on connaît bien le rôle de VNF en tant que gestionnaire d'un réseau de voies naviguées, en tant que promoteur de l'activité fluviale. Mais ce que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui, c'est aussi le rôle que peut avoir le domaine en matière de préservation de la biodiversité. Et le rôle que Voies navigables de France peut et va prendre dans les domaines de la transition écologique. Donc, vous le disiez, effectivement, l'État a confié à Voies navigables de France un domaine, qui est le domaine public fluvial, qui sont donc des cours d'eau. Et puis, comme les cours d'eau sont mobiles, c'est souvent toute la vallée alluviale en fait, qu'on a en gestion. Donc, sur le territoire duquel je viens, c'est la Meuse et la Moselle. Donc, c'est quand même des cours d'eau, donc, pour leur majeure partie gérés par VNF, qui sont vraiment structurants. Et je ne voudrais pas qu'on oublie les canaux non plus, parce qu'un canal, effectivement, c'est un milieu semi-naturel, mais enfin,
Ce n'est pas une infrastructure de transport comme une autre. Les canaux du Nord-Est renferment accueillent des espèces protégées, comme des espèces de mollusques. On trouve la mulette épaisse dans les canaux de la Marne-Rhin-Ouest, on trouve du castor évidemment. Et même les abords des canaux, en fait, croisent des milieux d'intérêt écologique remarquables. On s'était amusé à faire les statistiques sur le canal de la Marne au Rhin, partie ouest, et c'est 80% du DPF qui est en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, autrement dit en zone d'intérêt écologique remarquable. 80%, donc c'est vraiment conséquent. DPF, domaine public fluvial. Voilà, domaine public fluvial, effectivement. Le domaine public fluvial géré par VNF au niveau national, c'est 40 000 hectares et c'est la moitié de l'aire du Grand Paris. Donc ça donne à VNF en fait une responsabilité environnementale très importante. Et je voudrais illustrer par deux exemples très concrets les actions qu'on peut avoir dans le domaine de préservation de la biodiversité. Je vais vous emmener sur les bords de la Moselle. On a une station, la station française la plus importante, où est présente une petite fleur, une plante à fleurs jaunes, le senson des fleuves, qui est très rare et très menacé. Eh bien, ce site a été confié en gestion aux experts de la conservation, qui sont les conservatoires d'espaces naturels, donc celui de Lorraine en l'occurrence, qui va gérer pour VNF cette partie remarquable du domaine public fluvial. Donc on confie à ces experts de la conservation de la nature, dont c'est vraiment le métier. Ils conservent la nature par la maîtrise du foncier et de l'usage. Donc ils établissent le suivi scientifique et le plan de gestion de cette station pour préserver au mieux toute la biodiversité qui est installée. Concrètement, c'est gérer le DPF pour préserver le senson des fleuves, c'est demander, et l'écrire comme ça dans la convention d'occupation que VNF a contractualisée avec l'agriculteur qui est sur le site, parce que c'est une prairie de fauche. C'est concrètement une fauche annuelle tardive après le 15 juin qui permet en fait à la plante de réaliser son cycle de vie, et puis l'absence de pâturage de regain, pour préserver le milieu. Donc on a vraiment un exemple très concret de préservation de la biodiversité mené sur le DPF et fait par les experts en la matière. C'est un exemple qui illustre un partenariat plus global qu'on a avec les conservatoires des espaces naturels lorrains et champardonnais, puisqu'il y a 15 sites qui sont comme ça gérés pour la biodiversité. Ce qui est intéressant dans l'exemple que vous donnez, c'est que ce n'est pas une mise sous cloche, puisque l'agriculteur est présent. C'est une conciliation des usages de manière intelligente et raisonnée, ce qui permet et de préserver la biodiversité et de préserver l'activité humaine. Oui, effectivement. C'est pas une mise sous cloche, et ces usages du DPF aux fins de préservation de la biodiversité sont complémentaires à d'autres usages en fait. Ils ne viennent pas en concurrence. Un territoire qui offre un cadre de vie préservé, un territoire qui offre des écosystèmes résilients, mais c'est un territoire qui sert à la collectivité tout entière en fait. Dans les 15 sites qu'on a en gestion avec le conservatoire, on a aussi des forêts alluviales, des zones humides. On sait tous que la préservation des zones humides contribue indirectement à limiter les effets des inondations quand elles arrivent. Donc effectivement, c'est pas un usage qui vient en concurrence, c'est un usage complémentaire. Pour les gens qui nous écoutent, concrètement, ça peut être des zones d'infiltration, ce qui fait que ce qui s'infiltre dans la terre par définition ne s'épand pas. Ou ça peut être, quand vous disiez tout à l'heure de la préservation de la biodiversité, ça peut être aussi des parcours, des itinéraires remarquables le long des canaux, et donc quelque chose d'attractif pour le tourisme fluvial, ou ça peut être également de la compatibilisation avec des zones de fret cette fois-ci, plus industrielles, mais avec des zones de compensation, le cas échéant, autre part, de manière à ce que la nature soit préservée dans sa globalité. Si je peux me permettre, pour compléter les propos de Madame, toutes les études menées ont au cœur même de leur étude la biodiversité.
Si on oublie ça, on oublie la nature, et c'est pour ça qu'on a des désagréments lors des événements qu'on a vus dernièrement. C'est pas possible de continuer comme ça. Même quand on replante des haies, il faut replanter intelligemment et en partenariat aussi. Vous avez cité le monde agricole, tout en ayant en tête la biodiversité. Les zones humides, on va s'y attaquer là maintenant. Parce que les sujets sont différents. Il fallait d'abord lutter contre les inondations, c'est-à-dire faire les ouvrages. On en a créé 28 sur le sage de la Lys. On va aller un peu plus loin d'ailleurs parce qu'on a eu des aides de l'État dernièrement. Mais maintenant, le gros sujet, c'est 80% du sujet des inondations, c'est l'érosion, le ruissellement. Et sans biodiversité, on ne crée pas, on ne lutte pas contre le ruissellement et l'érosion. Merci. Oui, je vais prendre aussi un second exemple qui va illustrer mon propos, peut-être encore, qui est même encore plus global. Je vais vous emmener sur un étang réservoir, 40 km à l'est de Nancy. Donc imaginez une vaste surface en eau d'à peu près 60 hectares, 1,4 million de mètres cubes, et une zone, donc un étang au départ construit pour alimenter le canal de la Marne au Rhin-Est, donc pour un usage de navigation. Puis au fil du temps, déjà du fait du marnage et de l'exploitation, une roselière s'est installée. Donc on a de multiples usages et de multiples enjeux sur cette zone. On a un sentier de découverte, c'est un espace naturel sensible, une zone Natura 2000. Donc il y a à la fois des usages environnementaux et récréatifs, mais il y a également les soudières de Lorraine, Solvay, Novacarb, qui sont indirectement alimentées par le canal et donc qui bénéficient aussi de l'eau du réservoir. Donc on a vraiment un cas d'école d'un usage partagé de cette ressource et au service de tous. Et on lance en fait sur ce territoire, pour répondre aux questionnements émanant du territoire, une étude exploratoire pour examiner la possibilité de proposer l'eau pour un usage agricole. Donc l'idée, c'est vraiment de lancer une démarche de gestion complètement intégrée de cet étang. Une gestion intégrée, qu'est-ce que c'est ? C'est une gestion qui va préserver le lieu et l'environnement, tout en satisfaisant au mieux l'ensemble des usages du territoire et pour le territoire. On lance cette démarche parce que cette question de l'usage agricole et des nouveaux usages a émané du territoire. Donc voilà, j'espère avoir illustré un peu plus concrètement un usage peut-être un peu moins connu du domaine public fluvial et un rôle peut-être un peu moins connu de Voies navigables de France, en tout cas au service de la transition écologique. Oui, on voit bien un étang à l'origine destiné à alimenter le niveau des eaux pour la navigation et puis progressivement qui finit par alimenter l'industrie. On envisage aujourd'hui d'alimenter l'agriculture, mais pour autant, progressivement avec des espèces qui finissent par s'implanter le long de l'étang, à en faire une zone remarquable, à faire en sorte qu'il y ait des espèces remarquables, du tourisme, de la villégiature qui commence à s'y mettre, du développement économique, bref, des usages multiples de l'eau. Peut-être, dans les quelques minutes qui nous restent, il y a des questions dans le public. Non. Moi, j'ai une dernière question. Pendant longtemps, vous le disiez, monsieur le maire, vous le disiez aussi quelque part, Marilyn, on avait finalement des acteurs qui étaient un peu en silo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a fini par se regrouper pour pouvoir agir ensemble ? Je dirais, j'y vais où y aller. La nécessité. Devant des événements, devant la détresse de nos habitants, de nos élus, il faut qu'on agisse, il faut qu'on réagisse. Et le principal, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table pour discuter, même si on n'est pas d'accord au départ. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Et de partager ce qu'on veut faire, mais ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas y arriver. Vous allez avoir des problèmes d'arrosage dans les champs, des choses comme ça. On en parle beaucoup parce qu'on va passer le changement climatique. C'est
humidité ou sécheresse. Il n'y aura plus de juste milieu. Donc c'est les arrosages pour les cultures, mais encore faut-il qu'on regarde comment on fait avec le monde agricole pour que ce soit profitable à tout le monde. Ne pas oublier la nature, ne pas oublier le monde agricole et avancer pour protéger nos territoires. Parce que les fermes font partie des territoires aussi et les cultures aussi. C'est comme les habitants, il faut les protéger. Les protéger et les intégrer aussi à la réflexion. Mais en tout cas, enfin voilà, ce qui vient d'être dit, moi je rejoins complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. J'ai souvent tendance à dire aussi que nous sommes tous responsables, parce que ça ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on a aussi des remises en question à avoir, des pratiques passées, des décennies. Voilà, nous sommes tous responsables de certaines situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui, il faut se ressaisir, se mettre tous autour de la table, faire encore une fois de la pédagogie et de la formation auprès des usagers, quels qu'ils soient. Merci Madame le maire, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci au public nombreux qui nous accompagne. Et bonne fin de journée.